Bonjour chers amis, je suis Monsieur Emery Tyrone Dibamba, chef d'entreprise enseignant à l'université, je suis expert financier. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la notion de diagnostic financier. Alors, avant toute chose, il serait important que nous définissions cette notion qu'on appelle le diagnostic financier. Alors, c'est quoi le diagnostic financier? Le diagnostic financier, c'est un ensemble de techniques ou de méthodes qui permet de déceler des anomalies au sein d'une entreprise afin d'apporter des solutions correctives. Par analogie avec la médecine, il serait vraiment important de réaliser ce diagnostic en tenant compte de ce que le médecin fait pour un humain. Alors, le médecin, avant de traiter un humain, va d'abord commencer par des travaux préliminaires et passer par des analyses. Et sur la base des analyses, il pourra prescrire ce qu'on appelle couramment une ordonnance médicale. Alors, dans le diagnostic financier, c'est pratiquement la même chose, sauf que ici, pour commencer à faire un diagnostic financier, il faut d'abord faire une présentation de l'entreprise. Il faut donc présenter l'entreprise dans son contexte. Après avoir fini de présenter l'entreprise dans son contexte, il serait impérieux de passer par les travaux préliminaires. Alors, j'entends par travaux préliminaires toutes les méthodes d'analyse financière qui permettent déjà d'étudier la solvabilité de l'entreprise. La solvabilité de l'entreprise est étudiée sur la base d'une méthode dite statique. Pourquoi statique? Parce qu'évidemment, on se sert du bilan comptable pour rechercher la solvabilité d'une entreprise. Et il est toujours démontré que pour qu'une entreprise soit solvable, il faudrait que sa trésorerie soit supérieure à 0. Alors la trésorerie, c'est quoi? C'est l'ensemble des liquidités de l'entreprise et c'est également la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Alors si ce besoin en fonds de roulement, et j'allais dire si cette trésorerie est supérieure à 0, on dit que l'entreprise est solvable. Mais si la trésorerie est inférieure à 0, on dira que l'entreprise est insolvable. Mais il peut arriver que la trésorerie soit nulle. En ce moment-là, il faut signaler l'urgence. Parce que, comme on dit, l'eau coule toujours vers le pôle le plus bas. Alors, une fois fini avec l'étude de la solvabilité, il faut passer par l'étude des SIG. L'étude des SIG, ici, consiste donc à rechercher tous les indicateurs microéconomiques qui permettront de connaître, bien sûr, le dynamisme de l'entreprise, la valeur ajoutée, donc à travers, bien sûr, la valeur ajoutée, la richesse créée par l'entreprise. Donc, il faut chercher la performance de l'entreprise. Il faut également rechercher les autres indicateurs. Mais pour être spécifique, quand on étudie les SIG, on commence toujours par la marge brute. Si c'est une entreprise commerciale, on dira marge brute sur marchandise. Une entreprise industrielle, on parlera de la marge brute sur matières premières. Mais il peut arriver également que l'entreprise soit mixte. Donc, on fera une marge brute globale. Donc, marge brute sur marchandise plus marge brute sur matières premières. Une fois fini avec la marge brute, on passera donc à la valeur ajoutée. La valeur ajoutée permet donc de déterminer si l'entreprise génère ou crée de la richesse. Mais nous avons dit, n'oubliez pas, que lorsqu'on calcule la marge brute, le but c'est de chercher le dynamisme de l'entreprise. Donc pour savoir si l'entreprise est dynamique, il faut d'abord déterminer la marge brute. Pour savoir si l'entreprise crée de la richesse, il faut déterminer la valeur ajoutée. Et enfin, et ensuite, je vais dire, il faut déterminer l'EBE, donc l'excédent brut d'exploitation, qui permet de savoir si l'entreprise est performante. Après l'EBE, on passera donc par le résultat d'exploitation. Après le résultat d'exploitation, on va déterminer le résultat financier. Après le résultat financier, on va déterminer le résultat des activités ordinaires, qui n'est que la somme du résultat d'exploitation et du résultat financier. Il peut arriver également dans l'entreprise qu'il y ait des activités extraordinaires, qu'on va appeler hors activité ordinaire. Donc on va chercher le résultat hors activité ordinaire, qui est la différence entre les produits hors activité ordinaire et les charges hors activité ordinaire. Une fois connu le résultat des activités ordinaires et hors activité ordinaire, on fait la somme pour trouver le résultat courant variable. Alors, le résultat courant variable, nous avons dit que c'est la somme
du résultat des activités ordinaires et du résultat hors activité ordinaire. Une fois trouvé le résultat courant avant impôt, on va donc déceler, sinon extirper de ce résultat l'IS, ce qui nous donnera donc le résultat net. Si nous avons le résultat net, on peut déterminer le cash flow, pour appeler la marge brute de financement, qui n'est autre que le résultat net augmenté des dotations aux amortissements et provisions. Alors, si nous avons fini de calculer tous ces indicateurs, nous sommes au département, nous allons donc passer à la capacité d'autofinancement. Il est très important de rappeler que la capacité d'autofinancement est très différente de l'autofinancement. Parce que comme vous le savez, l'autofinancement, c'est se financer soi-même. La capacité d'autofinancement, c'est la ressource interne générée par l'entreprise qui ne prend en compte que les produits réellement encaissables et les charges réellement encaissables. Et cet indicateur se calcule par deux méthodes. La première méthode est dite soustrative, parce qu'elle se calcule avec l'excédent brut d'exploitation. Et la deuxième méthode est dite additive, puisqu'elle se calcule avec le résultat net. Alors, vous trouverez les formules dans le livre que j'ai écrit. Pour ceux qui voudraient bien s'en acquérir, le livre s'appelle Le diagnostic financier complet, rédigé par Emery Tayron Dibomba. Donc, tous ceux qui voudront avoir ce livre, eh bien, ils pourront m'appeler ou m'écrire dans la caisse email. Vous aurez ce produit digital. Alors, donc, je disais qu'une fois fini avec la capacité de financement, nous pouvons dire qu'on a fini avec la deuxième méthode. Mais il y a une troisième méthode, bien sûr, des travaux préliminaires du diagnostic financier, qu'on appelle la méthode du tableau de financement, encore appelé tableau des emplois et ressources. Pourquoi on calcule, pourquoi on veut déterminer ou dresser ce tableau? Eh bien, cette méthode est très importante parce qu'elle nous permet déjà de connaître le montant des investissements réalisés par l'entreprise au cours de la période. Quand on parle de période ici, c'est au moins 2 ans, plus. Donc, si on veut connaître le montant des investissements réalisés par une entreprise au cours de la période, il faudrait que nous puissions utiliser, sinon dresser ce tableau. Mais le deuxième intérêt de ce tableau, c'est de connaître l'origine des fonds qui ont permis de réaliser ces investissements. Et ça, c'est très important. Parce qu'on peut réaliser ces investissements sans pourtant connaître l'origine des fonds. Donc, ce tableau nous permet de connaître l'origine des fonds qui ont permis de réaliser les investissements. Et le troisième intérêt de ce tableau, c'est quoi? C'est qu'il nous permet de faire le parallèle entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Le quatrième intérêt est que ce tableau nous permet de suivre l'évolution de l'équilibre financier. Et enfin, le cinquième intérêt, c'est que ce tableau est un outil de monitoring, c'est-à-dire il permet de vérifier la cohérence entre la politique d'investissement et la politique de financement de l'entreprise. Alors, vous comprenez que ce tableau a 5 intérêts et il est très important. Il fait partie des travaux préliminaires. Pourquoi? Mais parce que ce tableau ou ces travaux préliminaires vont permettre de faire nos analyses. Alors, nous avons dit que la deuxième étape de notre diagnostic, c'était les travaux préliminaires, donc après la présentation. Nous passons donc à la troisième étape de notre diagnostic financier, qu'on appelle le carré magique des Emery Tayron. Alors, pourquoi carré magique? Eh bien, parce qu'il y a 4 analyses que nous allons faire, très importantes. La première analyse concerne la création de la richesse. Ici, nous allons calculer tous les indicateurs qui permettent de savoir si l'entreprise crée de la richesse. Parmi ces indicateurs, il y a le taux de croissance, il y a le taux de marge brute, le taux de valeur ajoutée, le taux de l'EBE, le taux de la marge opérationnelle. Donc, vous avez ces 5 ratios que vous devez calculer et faire des constats. Lorsque nous calculons le taux de croissance, le constat fait est de faire en sorte que l'entreprise soit croissante dans sa production, son chiffre d'affaires ou pas. Il faudrait qu'on vérifie par rapport à la période, est-ce que l'entreprise a connu une croissance de son chiffre d'affaires ou de sa production totale durant la période. C'est pourquoi il faut qu'on calcule le taux de croissance. D'ailleurs, la formule, on peut la présenter, c'est quoi? C'est la production, s'il s'agit de la production bien sûr, c'est la production de la deuxième année, moins la production de la première année, sur la production de la première année multiplié par 100%. Et on va regarder l'évolution du taux de production, du taux de croissance. Si le taux évolue, on va dire que l'entreprise est en train de connaître une croissance de sa production ou de son chiffre d'affaires bien sûr. Mais si l'entreprise connaît une évolution négative, ça veut dire que l'entreprise connaît une décroissance de sa production ou de son chiffre d'affaires. Alors vous voyez que ce taux est très important, le taux de croissance, parce qu'il faut qu'on le calcule. Après avoir calculé, on doit faire le constat. Mais le constat ne veut pas dire que nous allons déjà apporter la solution, non. Nous allons d'abord faire un constat parce qu'il s'agit des analyses.
Une fois fini avec le taux de croissance, il faut qu'on passe au taux de marge brute, qui n'est autre que la différence, donc j'allais dire le rapport entre la marge brute et la production totale, s'il s'agit bien sûr d'une entreprise industrielle. Alors, si on veut travailler avec le chiffre d'affaires, on fera marge brute sur le chiffre d'affaires. Mais pourquoi on calcule ce taux? C'est pour savoir si l'entreprise est dynamique. Si on veut savoir si l'entreprise est dynamique, il faudrait que nous calculions le taux de marge brute. Nous passons au taux de valeur ajoutée. Le taux de valeur ajoutée, c'est le rapport entre la valeur ajoutée et la production totale. Pourquoi on calcule ce taux? Mais c'est pour savoir si l'entreprise crée de la richesse. Et c'est très important. Le constat que nous allons faire après avoir déterminé cet indicateur pendant les 2 ans ou 3 ans, on va regarder l'évolution de ce taux. Est-ce que ce taux de valeur ajoutée augmente ou décroît? Alors, si l'entreprise crée de la richesse, on va le constater par rapport à une évolution positive. Mais si elle ne crée pas la richesse, nous allons constater que l'évolution est négative. Et nous allons constater cela, il faut qu'on le dise au niveau des constats. Et bien sûr, le 4e indicateur, c'est le taux de l'EBE. L'EBE, c'est la marge, c'est l'excédent brut d'exploitation. Je reprends que l'EBE, c'est l'excédent brut d'exploitation. Pourquoi on calcule ce taux? Mais c'est pour connaître la performance de l'entreprise. Si on veut savoir que l'entreprise est performante, il faut qu'on détermine le taux de l'EBE. Une fois fini avec le taux de l'EBE, il faudrait qu'on calcule le taux de marge opérationnelle. Quand on calcule ce taux de marge opérationnelle, c'est pour savoir si l'entreprise est en hausse d'activité ou en baisse d'activité. Et tout ça, vous allez le trouver dans le livre avec tous les détails possibles. Alors, vous allez calculer, ça c'est pour la première analyse. Vous avez 5 ratios à calculer. La deuxième analyse consiste donc à faire ce qu'on appelle l'analyse des moyens économiques mis en œuvre. Et c'est une analyse très importante parce qu'on ne peut pas faire le diagnostic financier sans pourtant faire une analyse des mémos, encore appelés moyens économiques mis en œuvre. Cette analyse permet de calculer d'abord le taux de vétusté. Quand nous gérons notre entreprise, il faut qu'on sache si nos immobilisations sont vétustes ou non. Quand on calcule le taux de vétusté, c'est pour savoir si nos immobilisations sont vieilles, sont amorties, sont dégradées ou tout simplement nos immobilisations sont devenues vétustes. Alors, comment on fait pour trouver ce ratio? On fait le rapport entre la somme, ou j'allais dire le cumul des amortissements sur la somme des immobilisations brutes amortissables. Je dis bien immobilisation brute amortissable parce que si on prend le terrain n'est pas amortissable, on risque de fausser notre ratio. Donc on prend juste les immobilisations brutes amortissables. On calcule et on fait le constat. Si le constat n'est pas bon, déjà la règle ici, c'est que ce taux-là doit être inférieur à 85%. Si nous trouvons des valeurs supérieures à 85%, il faut déjà penser à changer ou renouveler le matériel ou les immobilisations. Mais si c'est inférieur à 85%, ça veut dire que nos immobilisations ne sont pas vétustes. Mais il faut quand même le faire remarquer au niveau des constats. Le deuxième taux des moyens économiques mis en œuvre à calculer, c'est le taux qu'on appelle l'intensité d'investissement. L'intensité d'investissement, c'est un ratio important à calculer également. Pourquoi on le calcule? C'est pour savoir si l'entreprise mène une politique de croissance ou d'expansion, ou bien l'entreprise mène une politique de simple remplacement des immobilisations. La règle ici, c'est que cette intensité d'investissement doit être supérieure à 100%. Alors, la formule, c'est quoi? C'est la somme des investissements nets divisée par la dotation aux amortissements et provisions. Et quand on trouve ces taux, il faut qu'on constate que ce taux est supérieur à 100%. Si c'est inférieur à 100%, ça veut dire que l'entreprise mène une politique de simple remplacement des immobilisations, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais il faut le faire remarquer au niveau des constats. Troisième ratio à calculer, toujours au niveau des mémos, c'est ce que nous avons appelé la rotation du besoin en fonds de roulement. La rotation du besoin en fonds de roulement nous permet de savoir si le fonds de roulement est couvert rapidement. N'oublions pas que le besoin en fonds de roulement est couvert par notre matériel de sécurité qu'on appelle le fonds de roulement. Le fonds de roulement est un matériel de sécurité qui permet de couvrir le besoin en fonds de roulement. Et ce besoin en fonds de roulement doit être couvert rapidement, le plus rapidement possible. Alors, si nous constatons que par rapport au calcul, nous trouvons que ce taux est en train de baisser par rapport au nombre de jours, d'ailleurs, je voulais rappeler la formule, c'est que c'est le montant du BFR, donc besoin en fonds de roulement, divisé par le chiffre d'affaires tout taxes comprises, multiplié par 360 jours. Et si nous trouvons que le nombre de jours trouvés est très élevé d'une année à une autre, ça veut dire que la rotation est lente. Or, l'idéal serait que la rotation du besoin en fonds de roulement soit lente. Et si nous constatons qu'elle est lente, il faut le faire constater, bien sûr. Donc, au niveau des constats, il faut qu'on dise lenteur du besoin en fonds de roulement. Fini avec ça, on passe au niveau, bien sûr, de la rotation des stocks de matières premières ou des marchandises.
selon qu'il s'agisse d'une entreprise industrielle ou d'une entreprise commerciale. Et ici, la formule, c'est quoi? La formule, c'est le montant des stocks, des matières premières ou des marchandises, comme j'ai dit, qu'il s'agisse d'une entreprise commerciale ou industrielle, qu'on va diviser par le coût d'achat des stocks vendus. Et là également, on va regarder si la rotation est lente ou elle est rapide. N'oublions pas que l'idéal est que la rotation soit rapide. Et la rotation rapide se détermine à travers le nombre de jours. Quand le nombre de jours baisse, on sent que l'entreprise est en train de travailler avec beaucoup de sérieux et que la rotation est vraiment très rapide. Alors, si on a fini avec la rotation des matières premières, dans le stock de matières premières, on passe au niveau des encours, parce que nous parlons ici d'une entreprise industrielle. Quand il y a des encours et des produits semi-finis, il faut qu'on regarde également au niveau de l'usine si cette rotation des encours est rapide. La formule, c'est quoi? Le montant des encours divisé par le coût de production. Fini avec cette rotation, on passe à la rotation des produits finis, qui n'est autre que, bien sûr, le montant des produits finis qu'on va trouver dans le compte de résultat, qu'on va diviser par le coût de revient. Et lorsqu'on calcule, on fait également le constat pour savoir si cette rotation est lente ou elle est rapide. Mais nous avons encore deux dernières rotations à calculer. C'est la rotation des créances et des dettes fournisseurs. Créances clients et dettes fournisseurs. En fait, cette analyse se fait, je vais dire, de façon groupée. Parce qu'on peut analyser un indicateur sans l'autre. Donc, en calculant ces deux indicateurs, donc créances clients et dettes fournisseurs, il faudrait qu'on constate que l'entreprise paye ses fournisseurs après que les clients lui aient payé. Or, si nous constatons que l'entreprise paye les fournisseurs avant que les clients lui payent, il y a un problème. Le règlement des fournisseurs doit être précédé par le paiement des clients. Si c'est le contraire, c'est une anomalie. Il faut le faire constater. Une fois fini avec le calcul de ces indicateurs, nous avons donc fini avec la deuxième analyse de notre carré magique qu'on appelle Demerit-Tyron. Et si on a fini, on passe à la troisième analyse qu'on appelle l'analyse de la structure financière. N'oublions pas que l'entreprise doit travailler avec une banque. Une entreprise qui travaille avec une banque doit avoir sa structure financière au point. Donc il faut tout le temps faire l'analyse de cette structure financière. Alors, l'analyse de la structure financière va nous permettre d'abord de déterminer l'autonomie de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est autonome? L'entreprise est autonome si et seulement si l'ensemble de ses biens est supérieur à l'ensemble de son passif. Donc, total actif doit être égal au total passif. Et la règle ici, c'est que ce ratio doit être supérieur à 100%. Si nous constatons que ce ratio est inférieur à 100%, ça veut dire que les dettes sont supérieures aux biens de l'entreprise, ce qui n'est pas une bonne chose. Il faut le faire constater. Puis fini avec ça, nous passons au ratio du taux d'endettement, encore appelé ratio de solvabilité générale. Alors ici, on va déterminer les intervalles. Les intervalles qu'on va essayer de déterminer parce que ce ratio, lorsqu'on le calcule, c'est pour connaître le niveau d'endettement de l'entreprise. Lorsqu'on calcule ce ratio, en faisant bien sûr total passif sur total actif, ce qui est le contraire, j'allais dire l'inverse du premier ratio, lorsqu'on fait ce calcul et qu'on trouve que ce ratio est supérieur à 400%, ça veut dire que l'entreprise se trouve dans une zone dangereuse. Et la zone dangereuse, évidemment, elle est dangereuse pour l'entreprise. Parce que le niveau d'endettement dépasse 400%. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut le faire remarquer au niveau des constats. Mais lorsque ce ratio, nous trouvons que ce ratio se trouve dans l'intervalle entre 250 et 400%, évidemment, nous sommes dans une zone de prudence. Vous comprenez qu'avant d'atteindre la zone dangereuse, il faut d'abord passer par la zone de prudence. Donc la zone dangereuse n'est pas la faute, tu n'as pas de chance comme on dit, mais il faut, lorsque nous passons par la zone de prudence, c'est une façon de dire attention, le niveau d'endettement est déjà élevé, ne vous enfoncez plus. Troisième intervalle, c'est que lorsque nous nous trouvons, en calculant bien sûr ce ratio, on se trouve dans l'intervalle de 150 et 250%, on est dans une zone normale d'endettement. Donc nous avons des dettes normales, il n'y a pas de problème. Il y a un dernier ratio qu'on aura également, un dernier rapport, j'ai dit un dernier indicateur, qui est le ratio inférieur à 150%. En calculant ce ratio du taux d'endettement, lorsqu'on trouve une valeur inférieure à 150%, ce qui veut dire que l'entreprise est dans une zone d'expansion et de croissance. Et ça, c'est une très bonne chose. On s'endette pour booster notre productivité, pour booster notre activité, pour booster notre production, et c'est une très bonne chose. Alors, si on a fini de calculer ce taux, mais on peut calculer également le taux, le ratio d'endettement, ce qui est différent du ratio du taux d'endettement. Le ratio du taux d'endettement, c'est ce qu'on appelle la solvabilité générale.
ratio d'endettement, c'est le ratio de solvabilité d'investissement. Comment on le calcule? Évidemment, on fait le rapport entre la somme des dettes divisée par les dettes à long terme, hein, les moyen terme, divisé par la CAF, qu'on va multiplier par 360 jours. Et lorsqu'on trouve ce ratio qui est inférieur à 3 ans, c'est une très bonne chose pour l'entreprise. Mais quand c'est supérieur à 3 ans, on dit que l'entreprise est insolvable sur le plan de l'investissement. Ici, de rappeler qu'il y a la solvabilité d'exploitation et la solvabilité d'investissement. On parle de solvabilité d'investissement quand on avait fait des travaux préliminaires. La solvabilité d'exploitation, c'est la solvabilité qui nous permet de savoir si la trésorerie est supérieure à 0. Quand l'entreprise a une trésorerie supérieure à 0, on dit que cette entreprise est solvable sur le plan de l'exploitation, c'est-à-dire l'entreprise est capable de rembourser ses dettes à court terme. Par contre, lorsque nous calculons le ratio de la solvabilité d'investissement, ici, on veut savoir si l'entreprise est capable de rembourser ses dettes à long et moyen terme, donc vis-à-vis des banquiers. Alors, donc, fini avec ça, on passe à la capacité de remboursement. Et ça également, c'est un ratio qui est très important à calculer parce qu'évidemment, on veut savoir si l'entreprise est capable de rembourser ses dettes. Ici, le ratio veut tout simplement dire que nous faisons le rapport entre la CAF, donc capacité d'autofinancement, sur les frais financiers plus l'annuité de remboursement, qu'on va multiplier par 360 jours toujours. Lorsqu'on trouve un ratio inférieur à 3 ans, c'est une très bonne chose. L'entreprise est capable de rembourser ses dettes. Mais quand c'est supérieur à 3 ans, ce n'est pas une bonne chose. On va dire que l'entreprise n'a pas la capacité de rembourser un crédit et le banquier, généralement, on va dire refus ou dossier avis défavorable. Et ce n'est pas une très bonne chose. Il faut donc calculer ces ratios. Une fois fini, on peut passer, bien sûr, à notre ratio de solvabilité d'exploitation que nous avons parlé plus haut. Alors, ce ratio, c'est pour montrer que la trésorerie est supérieure à 0. Si la trésorerie est supérieure à 0, on va dire que l'entreprise est solvable sur le plan de l'exploitation. Alors, on peut également calculer le ratio de l'équilibre financier. À quel moment l'entreprise joue de l'équilibre financier? Mais c'est lorsque son fonds de roulement est supérieur à 0. Ce qui veut tout simplement dire que l'entreprise finance ses dettes à long terme par des ressources à long terme. Mais lorsque l'entreprise finance ses emplois à long terme par des ressources à court terme, ça veut dire tout simplement que le fonds de roulement est inférieur à 0 et que l'entreprise ne jouit pas d'un équilibre financier. Voilà la troisième analyse que nous allons faire dans ce fameux carré magique d'Emery Tyron. Alors, si on passait à la quatrième analyse, c'est bien sûr l'analyse de la rentabilité économique et la rentabilité financière. D'emblée, j'aimerais d'abord définir la rentabilité économique. C'est quoi? La rentabilité économique, c'est la capacité qu'a une entreprise de faire en sorte que les biens à court terme, je vais dire, la capacité qu'a une entreprise de transformer son capital économique en bénéfice. Alors, quand on peut transformer son capital économique en bénéfice, on va dire que notre entreprise joue d'une rentabilité économique qui est vraiment bonne. Alors, le rapport, c'est quoi? Le ratio se calcule de la manière suivante. Rentabilité économique égale résultat net divisé par le capital économique, on va multiplier par 100%. La rentabilité financière, c'est quoi? La rentabilité financière, c'est la capacité qu'a l'entreprise de transformer ses bénéfices en trésorerie ou liquidité. Le calcul se fait en faisant, bien sûr, le résultat net sur les capitaux propres. Voilà. Alors, lorsqu'on va essayer de mesurer ou faire la comparaison, si nous constatons que la rentabilité financière est supérieure à la rentabilité économique, on va dire que l'entreprise joue d'un effet de levier. L'effet de levier, c'est cette capacité qu'a cette entreprise de faire bénéficier les actionnaires du fait que ces actionnaires l'entreprise peut s'endetter à un taux d'intérêt inférieur à sa rentabilité comptable. Alors, si nous avons un effet de levier, c'est une très bonne chose pour l'entreprise. Par contre, lorsque la rentabilité financière est inférieure à la rentabilité économique, on dit que l'entreprise joue d'un effet ou réalise un effet de massue, et ce qui n'est pas une très bonne chose pour l'entreprise. Alors, si on a fini tous ces calculs, on a donc fini la troisième étape de notre diagnostic financier. Vous avez vu qu'on a commencé avec la première étape qui est la présentation, deuxième étape, les travaux préliminaires, troisième étape, on passe au carré magique d'Emery Tyron qui nous permet de calculer, sinon de faire les 4 analyses. Fini avec les analyses, nous allons maintenant mettre en place un bilan, qu'on appelle le bilan des forces et faiblesses. N'oublions pas que l'une des raisons
de ce diagnostic financier, c'est de déceler des anomalies au sein d'une entreprise afin d'apporter des solutions correctives. Si on a fini, on doit faire un bilan des forces et faiblesses. On apporte des solutions sur les faiblesses et non sur les forces. Si nous avons constaté les faiblesses, il faut qu'on apporte des solutions, on appelle couramment les recommandations. Donc pour chaque faiblesse ou anomalie prouvée lors des analyses, il faut apporter des recommandations. Et ces recommandations pour chaque faiblesse complète de l'entreprise se trouvent bel et bien dans ce livre qu'on appelle Diagnostic financier complet. Et nous avons dans ce livre des cas pratiques qui peuvent nous permettre de bien comprendre cette notion. Et nous avons même mis en place un logiciel qui nous permet de faire ce travail de façon numérique. Une fois fini avec les recommandations, on peut faire un monitoring. Le monitoring, c'est bien sûr le contrôle. On va vérifier si les recommandations que nous avons mises en place ont été bel et bien respectées par l'entreprise que nous avons diagnostiquée. Voilà de façon résumée, je crois que je n'ai pas été très long, chers amis, je n'ai pas été très long. Vous avez compris de façon générale ce que c'est le diagnostic financier. Pour ceux qui veulent avoir vraiment des connaissances approfondies dans ce domaine, eh bien, peuvent vous acquérir ce livre qu'on appelle Diagnostic financier complet, rédigé par Emery Tyrone Dibomba. Vous pouvez le trouver en version numérique et vous nous appelez. Nous vous offrirons ce livre sans difficulté. Alors, si vous avez aimé la vidéo, mais abonnez-vous, likez et bien sûr, nous allons nous retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao.